Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour à toutes, bienvenue donc dans cet épisode, donc dans ce 20e épisode où nous allons parler aujourd'hui du cycle féminin. Et pour ceci, j'ai fait appel à Juliette. Donc bonjour Juliette. Hello. J'espère que tu vas bien. Super, et toi? Ça va, je te remercie. Donc voilà, Juliette va nous parler du cycle féminin parce que je trouvais que c'était quand même un sujet très important auquel on est souvent très peu informé parce qu'on ne prend pas forcément le temps de s'écouter ou encore de poser les bonnes questions à des personnes, qu'elles soient médicales ou non. Donc, je me suis dit quand même que ça serait très important. Et si tu penses que parce que aujourd'hui tu n'as plus de règles ou parce que tu n'as pas forcément de cycle, etc., reste vraiment dans cet épisode parce que je pense que Juliette sera d'accord avec moi pour dire que même si le sang ne coule pas de notre corps, on a toujours un cycle en nous et pour ça, il faut simplement apprendre à écouter son corps. Juliette, dis-nous qui tu es. La question fatidique. La question piège. J'ai envie de te dire, je suis moi, mais bon, c'est assez large et en même temps très réduit. C'est marrant parce qu'en plus, je viens juste de changer un petit peu de domaine d'activité, si tu veux. Donc, je garde les outils que j'avais, mais dans un autre domaine. Et là, en ce moment, j'ai choisi vraiment d'accompagner des leaders, tu vois, à vibrer dans leur travail, en fait, à vibrer en accomplissant leur destinée. Parce que moi, ce qui me motive le plus, tu vois, dans ce que je fais, c'est vraiment de permettre en fait aux femmes d'assumer leur pouvoir pour retrouver leur liberté, pour se sentir libres, tu vois, de vivre la vie dont elles rêvent, la sexualité qu'elles veulent. En fait, vraiment, tu vois, retrouver leur essence pure, ouais, vraiment leur essence en fait. Et parce qu'on a tellement été tu vois, mise dans des règles, c'est le cas de le dire en plus avec la manière dont on nomme nos menstruations, quoi. Mais on nous a beaucoup mis dans des cases, tu vois, faut faire ci, faut faire ça, faut être comme ci, comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est énormément à avoir du mal à savoir en fait qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment faire, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Tu vois, quels sont nos rêves. Enfin, quand tu parles avec des femmes, des fois, elles savent même pas ce qu'elles veulent en fait, ni ce qui les ferait vraiment kiffer quoi dans leur vie. Donc voilà, en gros, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi j'ai choisi aussi d'accompagner des leaders aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi elles qui permettent à l'humanité de s'élever, tu vois, et d'être plus en conscience. Et donc, c'est un peu la première ligne que j'ai envie d'accompagner, quoi. Voilà. Super. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir dit tout ça. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que les femmes, souvent, on ne sait pas, enfin, on nous a pas appris à savoir ce qu'on voulait, à nous écouter vraiment, à vraiment notre cœur et pas simplement notre cerveau qui cogite. Donc, bravo à toi déjà pour ce que tu fais et puis de t'avoir du coup repositionné par rapport à ce que tu faisais avant, de t'être écouté. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, alors j'ai fait si tu veux, on va partir du bac. J'ai fait un bac S, donc général, et j'étais en sport-études en terminale, danse. Et en fait, ça n'a aucun, enfin, on s'en fout de ça, mais j'ai ensuite été en psycho. J'ai fait une licence de psycho et après ça, j'ai pas été prise en master. J'ai demandé plusieurs années de suite. En fait, si tu veux, la sélection en psycho, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les filières, mais c'est assez aléatoire. Et Ok. même si tu peux avoir des bonnes notes ou un bon dossier, enfin, tu peux ne pas être pris. Donc, j'ai pas été prise 2 fois. Et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? C'est que ça doit peut-être pas être pour moi, tu vois? C'est peut-être pas là où je dois aller».
Mais j'ai toujours été, tu vois, attirée par ce côté psychologie, l'humain, comprendre l'humain, comment il fonctionne, qu'est-ce qui peut nous épanouir plus, tu vois, toujours dans cette dynamique-là. Et donc, je suis partie en diplôme universitaire de violences faites aux femmes, violences de genre. Ok. Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup à l'époque, c'était d'accompagner autour de la sexualité, des traumas. Voilà, en fait, on reste dans la même lignée, hein, si tu veux. Aujourd'hui, j'accompagne aussi beaucoup par la sexualité, le Mhm. corps, le plaisir et tout ça, donc c'est très lié. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai eu une phase où je voulais absolument être maman, et quand j'étais avec mon ex, et du coup, je me suis beaucoup intéressée à la maternité, Mhm. etc. Et je suis tombée sur des posts en fait de Quantique Mama qui parlaient de ce que c'était qu'une doula, et de l'école qu'elle crée avec Mélanie Chevary, donc ces deux associés, quoi. Et, et du coup, j'ai été vraiment appelée par ça, donc je me suis inscrite à l'école. Et en fait, c'est une école qui s'appelle l'école Quantique Doula qui te forme au métier, on va dire métier entre guillemets, parce que c'est vraiment plus une vocation qu'un métier, mais, Ok. mais qui te forme en fait au métier de doula à large spectre. Donc en gros, à large spectre, ça veut dire que c'est pas que la maternité, tu vois, c'est pas que la grossesse, l'enfantement, le postnatal, c'est aussi le cycle, la sexualité, la ménopause, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les traumas, le deuil, tu vois, tous les archétypes qui sont en nous. Enfin, c'était vraiment plus poussé que ce que je pensais à la base. Ok. Très très spirituel aussi, même s'il y avait beaucoup aussi de médical forcément. Et, euh, et en fait, c'est dans cette école que je me suis rendu compte que c'était pas la maternité qui m'attirait tant que ça, mais c'était plus vraiment accompagner les femmes en fait à reprendre le pouvoir sur leur corps, sur leur vécu, sur leur trauma, sur leur sexualité, sur leur cycle. Mhm. Voilà. Donc je Ok. suis arrivée là. Après ça, j'ai commencé, tu vois, à lancer un peu des posts Instagram sur le cycle, un peu sur la sexualité. Mm. Et, et ensuite, j'ai fait une formation en breathwork Ouais. chimique et alchimique. Je sais pas si tu connais un petit peu. Alors moi, je connais, mais je pense pas que toutes nos Ouais, c'est auditrices pas puissent très connu. connaître. Donc, si tu peux juste expliquer en quelques petits mots, savoir ce que c'est. Alors moi, je me suis formée avec Aurore Widmer. Et donc le breathwork, c'est une technique de respiration, une technique de respiration, quoi, qui en fait on va utiliser une respiration qui est circulaire, qui va faire rediffuser l'énergie et tout l'oxygène en fait dans tout le corps, qu'on a tendance à bloquer avec notre respiration naturelle, qui est plus tellement bénéfique pour nous. Et en fait, on va refaire circuler l'énergie dans le corps, on va débloquer le diaphragme, ce qui va débloquer beaucoup d'émotions, de prise de conscience, tu vois, enfin énormément de choses en fait. Donc ça vient vraiment refaire circuler l'énergie dans le corps, et ça provoque des choses absolument magiques. Il y a, Oui, je sais pas, t'en as déjà fait une fois. avec Aurore? Non, mais j'aurais aimé. J'adore son contenu. J'aimerais tellement pouvoir me former avec elle. C'est vraiment très chouette, je te recommande. Merci. Je te recommande. Et, et ouais, je sais plus quel psychiatre disait que ça équivaut, un breathwork équivaut à peu près à 2 ans de thérapie, tu vois. Donc c'est quand même un truc qui est très puissant et vraiment très chouette, quoi. Parce Mhm. qu'on a tendance à être beaucoup axé dans le psychologique. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai pas été prise, tu vois, en master de psycho. Parce qu'en fait, pour moi, ça reste limité. C'est chouette, mais il y a aussi besoin d'aller dans le corps, d'aller dans plus de, parce que le corps retient tout, en fait, si tu veux, stocke tout. Et donc, c'est super important d'aller dans le corps aussi. C'est pour ça que le breathwork, c'est vraiment génial. Oui, Avec à côté un accompagnement psychologique, tu vois, une thérapeute, une psy, un coach, enfin, peu importe. Mais en tout cas, les deux liés ensemble, ça fait des miracles, quoi. totalement. Totalement. D'accord. Et du coup, toi qui parles beaucoup du corps, de la sexualité, comment tu définirais la sexualité sacrée et la puissance féminine? La sexualité sacrée, c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose de plus en plus cet été. En fait, pour moi, c'est la sexualité normale, si tu veux. Ok. Pour moi, la sexualité, elle est sacrée de base. C'est juste que nous, dans notre société, depuis quelques centaines d'années, on a un peu dénaturé ça, tu vois, avec les religions qui ont mis la sexualité comme quelque chose de devoir conjugal. C'est pour procréer, c'est pour faire des enfants. Euh, donc c'est pas une sexualité de plaisir, en fait. C'est vraiment une sexualité d'utilité, quoi, en gros, publique, Mhm. limite. Non, mais oui, c'est ça. C'est ça. Et la sexualité de plaisir, c'est associé aux prostituées, tu vois, aux putes, etc. Mhm. Et du coup, les deux, il y a vraiment une scission entre les deux.
Et donc la sexualité, je trouve qu'elle a perdu énormément de sa sacralité parce qu'aujourd'hui, on fait l'amour et encore si on peut appeler ça comme ça parce que c'est plus vraiment ça non plus la majorité du temps. Mais on fait l'amour pour se faire plaisir à soi en utilisant un petit peu l'autre comme un sextoy et il y a plus, tu vois, de... Non mais c'est vrai, hein, c'est horrible. Non, mais oui, mais j'aime beaucoup la façon dont tu le dis. Mais c'est vraiment ça. Et il y a autre chose aussi qui est chouette, que j'aime bien comme image, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup... je dis on parce que même moi, hein, c'est tellement compliqué, mais moins ces dernières années parce que je mets de la conscience dessus, mais quand même, on est une grande majorité de personnes à être dans une sexualité que j'appelle fast-food, en pensant que c'est de la sexualité gastronomique, tu vois, alors que pas du tout en fait. Mais vraiment pas du tout. Et la sexualité gastronomique, pour moi, c'est vraiment la sexualité sacrée. C'est celle qui va revenir à la sacralité des corps, de l'union entre deux corps, tu vois, ou de l'union avec soi, en fait, si t'es tout seul, évidemment. Ou de l'union entre plusieurs corps si on est plus que deux, peu importe, tu vois, mais c'est vraiment retrouver en fait cette conscience dans la sexualité, ce lien avec l'autre, cette écoute à la fois de soi, de son corps, de ses envies, de ses désirs, et aussi de l'autre, ce partage en fait entre les deux, et ce lien. Et aujourd'hui, je trouve qu'on l'a énormément perdu à cause du porno, à cause des religions, à cause de notre héritage judéo-chrétien, etc., de plein de choses. Mais je trouve qu'on a vraiment perdu cette sacralité. Et c'est vraiment très dommage parce que du coup, on se contente d'une sexualité de plaisir très minime en pensant que c'est ça la sexualité de plaisir, alors qu'en fait, il y a des plaisirs qui sont vraiment immenses et je pense que je n'ai même pas encore tout découvert, mais dont on est vraiment coupé parce qu'on ne nous apprend pas et puis qu'on a tellement été formaté à avoir cette sexualité-là aujourd'hui que c'est hyper compliqué. Puis il faut se remettre en question aussi. Faut se remettre à l'écoute de son corps. Donc, tu vois, c'est plein de choses, en fait, qui sont très compliquées. Je suis totalement d'accord avec toi. Et la sexualité était devenue un tabou où on ne devait surtout pas parler. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui commencent à se créer, qui justement, où on peut en parler de plus en plus. Et et j'adore tellement ce que tu dis avec les différents mots que tu peux utiliser. C'est vraiment super. Fast-food, gastronomie. Je vais vraiment y retenir ça, je crois. Parce que, en fait, la sexualité, ça a été vraiment quelque chose de très, on va dire, sale auparavant. Et maintenant, on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore cette vraie connexion à son propre corps. Parce que je pense que... Alors, ça, c'est un avis personnel, mais je pense que tu vas potentiellement le partager. C'est qu'avant d'avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre, il faut déjà se connaître son propre corps à soi et savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Et pour ça, je pense qu'il faut tester déjà peut-être potentiellement de soi à soi, puis après avoir quelqu'un avec qui justement communiquer, parce que la sexualité, c'est aussi de la communication avec l'autre. Et puis, évidemment, essayer des choses et voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Donc, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que, pourquoi est-il important pour les femmes de se reconnecter à son corps et à sa sexualité pour la vie, en fait, pour pouvoir vivre, en fait, actuellement dans une vie où on se sent libre, épanoui? Parce qu'en fait, c'est la base. J'ai envie de te dire. C'est très bien comme réponse. Quand tu parlais là, je pensais à autre chose. Alors, ça va être un peu en lien, donc je le dis maintenant. Il y a aussi, comme tu dis, ça s'est très ouvert ces dernières années. La sexualité, c'est de moins en moins tabou. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de sextoys, de plateformes de porno alternatif, on va dire, plus féministes, etc., qui existent. C'est super génial. Mais moi, je trouve que alors, c'est vraiment chouette, je dis pas le contraire. Mais ça a causé un truc, c'est qu'on tombe aussi un peu dans une sexualité comment dire, un peu addictive en fait. Tu vois, au sextoy, aux nouvelles manières d'avoir du porno, entre guillemets. Et en fait, c'est toujours une manière de se déconnecter de son corps et de plus être en lien. Les sextoys vibrants, la vibration, ça t'enlève toute sensibilité au niveau du clitoris, mais aussi dans le vagin. Et c'est très dommage parce que ça limite énormément le plaisir du coup. Et donc c'est pour ça il y a un côté qui est vraiment chouette parce que ça nous a ouvert, mais d'un autre côté, si on va là-dedans sans avoir conscience de son corps et d'y être connecté, on retombe en fait dans une sexualité un petit peu addictive et comme il y avait avant, ça se voyait surtout chez les hommes, on parlait surtout de ça chez les hommes avec le porno, les magazines, etc.
Mais on retombe en fait dans quelque chose qui est toujours pas sacré pour moi et toujours pas très, très sain en fait, je trouve. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai été très, très, très accro, à la sexualité, tu vois, pendant longtemps, au porno, aux sextoys et cetera et vraiment, maintenant que j'ai arrêté tout ça, mais c'est dingue en fait ce qui se passe, tu vois? J'ai Mmh. beaucoup moins de sexualité avec moi-même ou avec quelqu'un, mais quand j'ai ça, c'est en fait, c'est indescriptible quoi, enfin, c'est juste, C'est du vrai plaisir. C'est vraiment reconnecté au pas vrai. plaisir, c'est vraiment tu le ressens dans tout ton corps, Mmh. toutes tes Ouais. cellules, tu vois? Il y a plus d'espace-temps, il y a plus de y a tu es plus vraiment là, tu as des messages, des connexions, des trucs, alors moi j'ai pas de partenaire en ce moment depuis quelques mois, donc je suis toute seule à chaque fois et en fait, quand je me fais l'amour à moi-même, j'ai vraiment l'impression de faire l'amour à l'univers, tu vois? En fait, c'est des sensations qui sont tellement, puissantes et Mmh. tellement enfin, c'est indescriptible. Et je trouve ça très dommage que, 80 des gens ne vivent pas ça, tu vois? C'est ultra dommage, franchement. Hem, donc c'est super important de se relier à son corps parce qu'en fait, si tu es coupé de ton corps, bah, tu pourras pas sentir l'énergie se diffuser dans ton corps, tu pourras pas sentir le plaisir aller dans tout ton corps. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la base parce qu'en plus, si tu es connecté à ton corps, bah, tu sais où est-ce que tu as envie là d'avoir du plaisir, qu'est-ce qui là maintenant te ferait envie, quels sont tes désirs, est-ce que c'est vraiment OK pour toi là, à cet instant-là, de faire ça? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que tu as plus envie de câlins, tu vois, de choses Mmh mh. plus, tendres? Enfin, c'est vraiment la base déjà pour, le consentement, mais aussi pour, ressentir le plaisir vraiment partout, tu vois? Et plus cantonné à une sexualité qui est figée au niveau génital et qui du coup, quand tu as l'orgasme, tu vois, bah, ça dure 2 secondes, ça explose et ça reste là en fait et ça s'en va. Alors que la sexualité, plus sacrée, consciente, tu vas vraiment venir diffuser cette énergie dans tout ton corps en fait. Au lieu qu'elle explose au niveau de tes parties génitales, tu la réintériorises en fait et tu la refais diffuser partout. Mmh. Et ça demande, bah, de bien connaître son corps, mais de savoir aussi respirer, de savoir, d'être un peu calé en méditation parce que, bah, c'est comme un état méditatif, en fait. Et Mmh. donc ça demande plein de petites, skills comme ça, de petites capacités qui s'acquièrent pas en une fois. Moi, ça fait 3 4 ans que j'expérimente tout ça et ça prend vraiment du temps, surtout quand tu es très coupé de ton corps à la base, que tu es quelqu'un qui est très dans le mental, qui est très yang, tu vois? Qui est beaucoup dans le Oui. faire, c'est vraiment difficile et pourtant on a de la chance en tant que femme parce qu'on a des facilités à aller vers cette sexualité-là, puisqu'elle est c'est une sexualité qui est beaucoup plus, qui est très yin en fait et donc les hommes ont plus de mal en général à y aller. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont du mal parce qu'elles sont énormément dans ce faire, faire, faire et jamais s'arrêter, être dans l'action et ralentir et prendre conscience de son corps, c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Ça, je Beaucoup, suis beaucoup. totalement d'accord avec toi. Et avant que je passe sur d'autres questions, et parler du cycle menstruel, hem, quel conseil tu pourrais donner à nos auditrices ou potentiellement nos auditeurs qui nous écoutent, pour justement déjà commencer à tendre vers cette sexualité-là, si ça les intéresse? Comment elles peuvent juste commencer à mettre quelque chose dans leur quotidien ou pas quotidien, enfin, je veux dire, voilà, qui peuvent vraiment les aider à aller vers, voilà, ce que tu décris, puisque je pense qu'il y en a plus d'une, qui rêverait de ressentir ce que tu ressens. Ouais, bah, j'espère. C'est vraiment chouette. Je pense que, bah, le premier truc, ce serait d'avoir une pratique, de méditation. Déjà, même, 5-10 minutes. Alors souvent, je dis ça et en fait, c'est le plus compliqué. Je fais juste un aparté sur la méditation, mais souvent on se dit: «Bah, je vais méditer 5-10 minutes pour, commencer» et en fait, c'est le plus difficile de méditer, peu de temps parce qu'en fait, c'est le temps que le corps se mette dans cet état de méditation. Donc vaut mieux en fait commencer direct par 15-20 minutes même, parce Mmh. que, les 10 premières minutes, c'est souvent les plus difficiles et après on part dans un état méditatif et moi pendant des années, j'étais en mode, je médite 10 minutes mais j'arrivais pas. Enfin, j'avais jamais vraiment de détente et cetera parce qu'en fait, c'est juste le temps que mon corps se se stabilise et fasse redescendre le mental parce que j'ai un mental très fort. Donc bref, mettre une pratique, méditative, dans sa journée. Mmh. Ça peut être des méditations guidées, hein, pour commencer, mais ça vraiment, ça va enfin pour moi, c'est la base parce que ça te permet vraiment de te relier à ton corps, ta respiration, être dans le moment présent, ressentir chaque partie de ton corps, en fait. Et ça, c'est la clé pour la sexualité, «sacrée» entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir être connecté à son corps. Donc déjà ça et ensuite je dirais, bah, ça peut être, du coup pendant qu'on médite, se poser la question: «Bon, qu'est-ce que je ressens?
qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que j'ai des points peut-être de tension, qu'est-ce qui vibre à ce moment-là dans mon corps en fait, de quoi j'aurais envie là maintenant, de quoi j'ai pas envie là maintenant. Mhm. Se poser ce genre de questions. Donc ça peut être pendant qu'on médite, mais ça peut être aussi n'importe quoi dans la journée en fait. Juste prendre des moments et se demander, mais là en fait, de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça? Est-ce que j'ai pas envie de juste de me prendre un grand verre d'eau, de le savourer? Enfin, tu vois, Oui. des petits trucs comme ça ou juste, ah bah là j'irais bien juste 2 minutes à ma pause dehors, regarder les nuages, enfin j'en sais rien, tu vois? Mais Mhm. des petits trucs comme ça en fait pour réapprendre à être à l'écoute de soi Mhm. et à être connecté à son corps et à vraiment ses besoins et ses envies. Voilà, Eh bien, je dirais ces 2 choses-là déjà. déjà, merci. Merci de l'avoir dit. Et je tiens à dire à toutes nos auditrices aujourd'hui que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire en 3 jours, en une semaine ou en un mois. Il va falloir être patiente et il va falloir aussi être bienveillante envers soi. Parce que parfois, on va commencer la méditation et au bout de 3-4 minutes, on ne va pas pouvoir continuer parce que y a quelque chose qui se passe mal et c'est pas grave. Le but étant d'essayer et de recommencer et de réessayer encore et encore jusqu'à ce que on atteigne, on va dire, l'objectif qu'on s'était fixé à la base. Ouais, bah, en fait, le truc à retenir, c'est vraiment qu'il y a rien à réussir en méditation. Il y a pas de technique pour méditer, et il faut aussi savoir quelque chose, c'est que notre système, est fait comme ça. On aura forcément des pensées toutes les 2-3 minutes à peu près, voire un peu plus. C'est normal. C'est Mhm. pas, que tu foires ta méditation si tu as des pensées pendant, enfin, j'en ai tout le temps, alors que je médite depuis très longtemps et que ça me fait un bien fou maintenant, mais c'est normal, en fait. C'est juste normal. Le but de la méditation, c'est justement de pouvoir être à l'écoute de ses pensées et de pas s'y attacher. Et juste de dire: «Ah, j'ai une pensée, OK». Et puis hop, se Voilà, focaliser sur son bassin, sur sa respiration, sur une partie de son corps, peu importe. Mais ouais, ça prend du temps, ça c'est clair. Et totalement. c'est un cheminement, il y a vraiment rien du tout à réussir. Vraiment Exactement. rien. Tu as tout dit. Et sachez une chose, c'est que si vous allez faire des recherches, vous verrez qu'il y a, il me semble, je ne sais plus combien de milliers de pensées à la journée. Mmh. Donc, c'est normal que même si vous méditiez, vous ayez des pensées. Le but étant, comme Juliette l'a dit, de juste, OK, j'ai une pensée, et elle passe, et puis voilà. Et c'est pas parce que vous avez une pensée que la méditation est terminée. Non. Euh, Pourrais-tu expliquer à nos auditrices ce qu'est réellement le cycle menstruel? Ouais, alors, bah, déjà pourquoi c'est intéressant de le connaître et de s'y relier? C'est que c'est un autre moyen encore de se relier à son corps du coup, de mieux se connaître et donc de comprendre déjà comment on fonctionne et puis, de se déculpabiliser aussi beaucoup je trouve parce que, quand on sait dans quelle phase on est, quelle énergie on a et que, bah, en fait c'est normal parce que c'est telle phase de notre cycle et c'est juste naturel, ça déculpabilise je trouve énormément en fait, par exemple, quand tu saignes et que tu es ultra fatigué et que tu arrives pas à faire quoi que ce soit, à travailler ou à faire ton ménage, j'en sais rien, bah, juste de savoir qu'en fait, c'est normal et c'est pas le moment de faire ça, ça te déculpabilise et tu te dis: «Bon, bah, en fait, c'est pas grave, je le ferai juste après, quand je serai dans une phase, plus productive, plus en forme» et cetera. Donc c'est vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment intéressant de le connaître et je pense que chaque femme devrait le connaître, et même chaque homme, en fait. Enfin, n'importe qui devrait savoir ça parce que c'est juste, bah, vital en fait et primordial. C'est pour ça que j'en ai fait une formation gratuite. Donc on pourra mettre le lien si tu veux, Avec grand plaisir. pour femmes, parce qu'elle est vraiment totalement gratuite. Je parle aussi de contraception naturelle, bref, tout ça. Et en fait, notre cycle, nous, attends, je vais reprendre mes petites notes parce que je me suis fait des petites notes quand même, histoire de rien oublier. Il n'y a pas de Hem, souci. notre cycle, nous, dure à peu près 28 jours. Mhm. Les hommes, leur cycle dure à peu près 24 heures. Nous, on est calés sur le cycle de la lune, les hommes sont calés sur le cycle du soleil. Ok. OK? Quand on passe à la ménopause, on va se caler sur le cycle du soleil, en tant que femme aussi. Ok. C'est pour ça que tu vois les femmes, qui sont, ménopausées, vont avoir beaucoup plus une énergie, entre guillemets «masculine» parce qu'en fait, elles sont calées sur ce cycle, du soleil et donc elles vont se retrouver beaucoup plus sur les phases, du cycle des hommes et c'est le cycle des hommes, en fait, le cycle solaire, c'est le cycle qu'on a, sur lequel tout est basé dans notre société, hein. Mhm. Le travail, de 9 heures à 18 heures ou à Oui. 17 heures, c'est vraiment basé sur le cycle, d'un homme. Et mais je trouve que c'est super intéressant de reprendre le cycle, banal qu'on connaît en fait, pour comprendre le cycle des femmes, donc je le dirai après. Euh,
Attends, je réfléchis comment je parle de ça. Je vais peut-être me baser justement sur le cycle de l'homme en premier pour expliquer ça. En fait, on a du coup 4 phases dans nos cycles, que ce soit homme ou femme, on a les mêmes phases, c'est juste que c'est sur différents laps de temps. Donc il y a une première phase qu'on va appeler phase de l'hiver. Ensuite, on a une phase qu'on va appeler la phase du printemps, ensuite l'été et ensuite l'automne. Ensuite, on peut donner plein d'archétypes, je donnerai tous les mots-clés après. Mais en gros, ces 4 phases-là, l'homme, la femme, on a les mêmes. C'est juste que nous, notre hiver intérieur, ça va être notre phase de saignement, notre phase menstruelle. Ça va durer entre de 1 à 6 jours, pardon. Ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais globalement, c'est des moyennes. Hein. Tout ce que je vais donner, c'est des moyennes. Ça peut être aussi un cycle de 33 jours, enfin, c'est OK. Hein. C'est juste des moyennes. Donc nous, notre hiver, il dure à peu près 6 jours, on va dire. Et chez l'homme, il dure quelques heures. Faudrait décomposer 24 heures en 4. Je suis vraiment nulle en calcul mental. Mais en gros, nous, notre hiver, c'est notre phase de menstruation. Pour les hommes, ça correspond à la phase de la nuit. Qu'est-ce que font les hommes la nuit? Ils dorment, ils se reposent. C'est la phase de l'hiver, on se repose, on hiberne. Donc nous, qu'est-ce qu'on est censé faire dans notre cycle quand on saigne? Se reposer, hiberner, dormir, être au ralenti. Ensuite, tu as la phase du printemps qui correspond du coup, nous, à notre phase préovulatoire, folliculaire, qui est à peu près de J7 à J13, quoi, en gros. Et pour les hommes, du coup, ça va être le matin. Donc le matin, en général, c'est hyper productif, tu vois. Tu fonces, tu vas au travail, tu prends les transports, tu conduis, peu importe. Tu arrives au travail, tu te mets au travail. C'est en général une phase qui est très... on a de l'énergie, quoi. On y va, genre, c'est... Enfin, je dis on, pas les femmes, justement, parce que ça dépend si elles sont dans cette phase-là le matin. Mais en tout cas, si on regarde les hommes habituellement qui travaillent, par exemple, je sais pas, un banquier, ça va être ça, en gros. Ensuite, tu as la phase de l'été. Donc, c'est la phase ovulatoire pour nous, de J14 à J20 à peu près. Et pour les hommes, ça va correspondre au midi. Tu vois, le midi, tu fais quoi? Tu te la coules douce, tu discutes tranquille avec tes collègues, tu penses plus trop au travail, tu vois, tu es plutôt dans l'échange, le partage. On est tranquillou, mais on est quand même en lien avec l'extérieur, tu vois. Donc ça, c'est la phase de l'été, et donc qui correspond à notre ovulation. Et ensuite, tu as la phase de l'automne, la phase prémenstruelle pour nous, lutéale, qui est souvent la phase qu'on redoute le plus, qui est à peu près de J21 à J28. J1 étant le premier jour de saignement, hein, je ne sais pas si j'ai dit d'ailleurs, mais voilà. Et donc ça, pour les hommes, ça correspond au début de soirée. Et on va voir en général que là, c'est le moment où les hommes, ils n'ont pas envie qu'on les emmerde, ils n'ont pas envie de trop de parler, ils rentrent du travail, ils veulent être tranquilles. C'est vraiment cette image du mec qui rentre, qui se met en jogging, qui prend sa petite bière et qui se met devant la télé, tu vois. Non mais c'est cliché de fou, mais c'est un peu ça. C'est vraiment ce truc de « Ah c'est bon là, je vais être tranquille, je veux plus qu'on me fasse chier, je veux faire un petit peu tu vois, me faire le tri de ma journée et être tranquille, quoi. » Voilà, c'est souvent là qu'on s'engueule avec eux. C'est souvent, ouais. Voilà. Et surtout, nous, si on est en plus dans cette phase-là dans notre cycle. Ok. Donc voilà, pour comprendre un petit peu, en fait, par rapport au cycle de l'homme. Donc, en gros, nous, quand on est dans notre hiver, on a vraiment besoin de se reposer. C'est une phase qui est très yin, qui est très passive, qui est très intérieure aussi. Donc, c'est une phase qui est associée à la nouvelle lune, au nord, à l'élément de la terre. Je donne un peu les mots-clés comme ça. Ouais. C'est une phase qu'on appelle contemplative. Ça, c'est issu d'un livre de Miranda Gray qui s'appelle La femme optimale ou La femme optimisée, je ne sais plus. En gros, elle explique comment optimiser son cycle pour mieux vivre. Bref, c'est hyper intéressant. Et donc ça, c'est une phase qui va être plus contemplative, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout dans l'action, tu es plutôt à être dans qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme idée qui me vient, tu vois. Enfin, c'est vraiment une phase d'intériorité, limite d'introspection, mais pas vraiment dans le sens où tu vas réfléchir sur toi, plutôt où tu vas juste te laisser traverser par ce qui vient, tu vois. C'est une phase où tu peux méditer, mais super facilement. Ton corps est beaucoup plus à même de méditer. Ton canal, si tu veux, il est complètement ouvert. Moi, dans cette phase-là, je me mets en méditation. Je peux méditer 1 heure sans problème parce que juste c'est facile, en fait. Tu vois. Alors que je fais ça juste avant en SPM dans mon automne, clairement, je tiens pas 10 minutes, tu vois. Oui, je vois. Donc ça, c'est vraiment une phase qui est très chouette pour repartir sur le nouveau cycle. En fait, c'est la première phase, donc c'est vraiment le début du cycle. Tu peux faire le vide, en fait. Enfin, tu as fait le vide normalement avec ton automne avant. Et là, tu peux vraiment être dans
tranquille en fait. Qu'est-ce que j'ai comme idée? Où est-ce que je veux aller? Quelle est ma vision? C'est vraiment une phase qui te permet de, hop, te recentrer, mais sans réfléchir, tu vois. Tu laisses Oui. venir en fait ce qui te vient et tu vois comment tu peux mettre ça dans la matière ensuite, dans tes autres phases, par rapport aux idées que tu as eues à ce moment-là, quoi. Et c'est une phase aussi qui est donc reliée à la nouvelle lune, je ne l'ai pas dit tout à l'heure non plus. Et alors ça, je le case, c'est une phase qui est reliée à la blessure de trahison. Je sais pas si tu connais les 5 blessures de l'âme. Alors, moi, je connais. Nos auditrices, potentiellement, en ont entendu parler ou pas. Je te laisse potentiellement juste dire 2, 3 mots dessus. En gros, ce serait 5 blessures fondamentales qu'on a plus ou moins tous. On peut en avoir que 1, 2, 3. Bon, moi, j'ai les 5, hein. Je pense que tout le monde a les 5 en réalité à des degrés différents. Mais voilà, il y a un super livre dessus, si ça t'intéresse, d'aller lire. Il y a aussi un autre livre pour, comment dire, guérir de ces blessures-là, quoi. C'est super intéressant. Et en gros, c'est dans cette phase-là que souvent on peut avoir cette blessure qui peut ressurgir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas trop étudié le sujet non plus, mais en tout cas, voilà. Oui, pas de souci. Et donc voilà pour l'hiver. Et ensuite, quand tu rentres dans le printemps, donc à l'image de l'homme le matin qui va au travail, qui est hyper actif, etc., bah, c'est vraiment la phase du printemps, tu vois, je redécouvre le monde, tout se remet à bourgeonner, je suis vraiment hyper en joie, hyper dynamique, tu vois, j'ai envie de tout découvrir, c'est vraiment, c'est lié aux archétypes, tu vois, de la fillette, de la jeune fille, de la sœur Oui. de sang. Bon, les gens ne connaissent pas, en général, on parle de 4 archétypes principaux dans le cycle, en réalité, il y en a 13. Je fais justement un cursus de cercle autour des 13 archétypes. Et donc, en gros, c'est lié là aux archétypes du printemps. Donc, c'est vraiment cette image de la jeune fille, de la fillette qui redécouvre tout, tu vois, qui est hyper émerveillée par le monde, en fait. C'est vraiment cette phase-là. Donc là, c'est une phase où tu as une tonne d'énergie en général, où tu peux faire énormément de choses. Tu peux rattraper tout le temps que tu as passé à méditer, à dormir en phase menstruelle, tu vois. Tu peux vraiment, c'est une phase où les 2 phases yang du cycle, mais surtout celle-là, c'est des phases où tu peux abattre une quantité de travail énorme. Et c'est pour ça que si les femmes se basaient sur leur cycle, clairement, elles culpabiliseraient plus de se reposer en phase menstruelle parce qu'elles savent qu'en fait, après, elles vont faire le double de travail, tu vois, parce qu'elles vont avoir l'énergie, la motivation, la productivité, tu vois. Donc voilà, c'est associé à la lune croissante, donc l'énergie qui croît, tu vois. C'est la phase dynamique, évidemment, comme je disais tout à l'heure. C'est une phase qui est très yang et qui là, est plutôt vers l'extérieur. Donc, on se rouvre, en fait, tu vois, au monde, on se rouvre à l'extérieur. Alors que dans l'hiver, on est dans l'intériorité. Pareil à l'automne. Là, on se rouvre et on va vers l'extérieur, en fait. Ok. C'est associé à la blessure de rejet. Voilà. Ok. Ce cas-là, ça peut être quelque chose qui revient à ce moment-là. Ensuite, la phase ovulatoire, du coup, qui correspond à l'été. Donc, on se rappelle, pour les hommes, c'est au niveau à peu près du midi. Mais on peut prendre vraiment l'exemple d'un week-end, tu vois, le dimanche midi, le repas en famille tranquille qui dure longtemps, tu vois, qui s'éternise. C'est vraiment ce truc-là. Là, c'est lié à la pleine lune, tu vois, donc le zénith, vraiment, c'est une phase qui est très, très tournée vers l'extérieur, mais qui est très yin aussi. C'est souvent associé à l'archétype de la mère, tu vois. Donc la mère qui prend soin des autres, qui est vraiment tournée vers l'extérieur, en fait. Ok. Elle est yin, elle est passive, elle est plus pas trop dans le faire et dans l'action, dans la réflexion, etc. Mais elle est tournée vraiment vers l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de d'autre? Ça active la blessure d'abandon. Et là, c'est vraiment une phase où, en fait, à l'image de l'été, tu vois, des soirées d'été où on fait des apéros jusqu'à pas d'heure, des petits feux de camp sur la plage, des trucs comme ça. C'est vraiment relié à ça. Donc, c'est vraiment une phase où tu peux sortir, voir tes copines, faire la fête. C'est la phase hyper propice à ça. Puis en plus, tu es très solaire parce que tu es en ovulation. Donc, c'est en général une phase où tu as envie d'avoir du contact avec les autres, tu vois. C'est une phase qui est assez sensuelle quand même aussi. Voilà, c'est vraiment la phase où on peut faire des rencontres. C'est une super phase aussi pour avoir des discussions qui sont compliquées. Parce qu'on est très ouvert, tu vois, on est très aussi dans l'empathie et on est à la fois très solaire, très dans on veut trouver des solutions en fait. Oui. Avoir une discussion en SPM ou quand tu saignes, c'est pas vraiment le meilleur moment, quoi. Non, pas vraiment. Mais par contre, tu vois, c'est chouette d'avoir, parce qu'on va en parler après dans l'automne, mais en gros, ce que tu as eu dans l'automne, que tu devais, entre guillemets, changer dans ta vie, tu peux le mettre en place à ce moment-là dans l'été. Souvent, le printemps, c'est une phase où on dit
de faire attention quand même parce que c'est une phase au printemps, on a envie vraiment de, tu vois, de dévoiler tous nos projets au monde, d'être vraiment, de tout dire un peu vite, tu vois, il n'y a pas trop de Mhm. canalisation, bah, comme les enfants, tu vois, qui sont là, genre, Oui. qui vont à fond, qui sont désinhibés totalement, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, vaut mieux attendre un petit peu, d'être dans la phase d'été, tu vois, pour parler de ses projets au monde, pour avoir les discussions importantes, etc. Le printemps, c'est une phase encore où ça mûrit, tu vois, jusqu'à que ça explose un petit peu, si tu veux, au zénith de l'été, quoi, en gros. Et la phase d'été, elle est liée à la blessure d'abandon. Ok. Alors, juste petit disclaimer. Alors là, je fais juste une toute petite parenthèse pour toutes les Ouais. personnes qui écoutent cet épisode. Surtout, ne dites pas que on a aimé dire que c'était la phase de l'été où il fallait potentiellement aller voir ailleurs. Ok? On ne dit pas ça. Hein. Je le précise tout simplement parce que nous ne sommes pas responsables de vos actes. Donc, vous êtes peut-être très rayonnante, très solaire, voilà, faire des rencontres et tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais ça s'arrête juste ici. Le reste, ce n'est pas de nous. Non, Disclaimer fermé. c'est Voilà. clair. Puis il y a aussi un truc à savoir, c'est que là, tout ce que je décris, c'est le cycle naturel. Mais si tu prends la pilule, si tu as une contraception hormonale, que ce soit donc la pilule, l'implant ou un stérilet hormonal, tout ce que je décris là, tu vas pas le ressentir. Ou vraiment très 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 peu. Parce que du coup, les hormones qu'on ingurgite brouillent tout ça en fait. Et on a plutôt un cycle qui est plat et qui est plus du tout en vague comme ça. Donc tout ce que je dis n'a pas vraiment de sens. Enfin, on va pas trop s'en rendre compte si on a un cycle qui est brouillé par des hormones. Euh, donc je le précise quand même parce qu'il y en a Oui. beaucoup qui vont peut-être dire bah moi je sens pas tout ça. Bah ouais, malheureusement c'est normal. Et potentiellement parce que voilà, Ouais. tu as cette médicamentation de pilules, de stérilets, d'implants, parce qu'en fait, et vous verrez dans le prochain épisode donc, du jour 29, qu'en fait, c'est vraiment fait pour arrêter justement de ressentir ces choses-là, puisque ce sont les hormones qui vont venir vous bombarder et de vous dire, OK, on est sur quelque chose de plutôt linéaire au lieu d'être sur quelque chose de plutôt cyclique. C'est ça. Et d'ailleurs, pour la sexualité sacrée, clairement, c'est pas foufou, quoi, d'avoir une contraception hormonale. Ça coupe du corps, ça coupe des émotions, ça coupe de tout. Ça coupe de la libido aussi parfois. Donc c'est, enfin, ça aide pas, quoi, on va dire. Totalement. Ça Je aide suis clairement. totalement d'accord. Mais du coup, je voudrais quand même dire un truc où il faut faire attention quand on est dans la phase ovulatoire de l'été. Donc, si on la ressent pleinement, c'est qu'a priori, on n'a pas une contraception hormonale. Donc, soit on a un stérilet au cuivre, mais la plupart du temps, on le garde pas très longtemps parce que ça nous fait des douleurs atroces. Donc, on va partir du principe que c'est une femme qui n'a aucune contraception extérieure, on va dire. On peut avoir une contraception naturelle. Dans une contraception naturelle, on se protège soit avec des capotes, soit on fait rien pendant une phase d'ovulation, quoi, une phase de fertilité. Je trouvais pas le mot. Donc c'est une phase où on peut avoir tendance à dire non mais on met pas de capote, non non non, je veux absolument des enfants, ça y est. Enfin voilà, faire attention. Parce que c'est vraiment une phase où on peut se dire non mais YOLO, je suis prête, c'est bon, on est prêt, on y va. Donc s'il y a cette envie-là de désir d'enfant dans cette phase-là, laissez passer au moins un cycle et voir si c'est toujours présent dans les autres phases. Parce que cette phase-là, elle peut nous faire voir un peu, comme en SPM où on voit tout un peu en noir. Cette phase, elle peut nous faire voir tout en rose justement et être un peu trop oui, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et après, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, tu vois. Exactement. Tu as bien fait de le préciser. Ça C'est arrive à très des amis important. et c'est pas très drôle du coup après. Non, pas du tout. Vraiment pas. Donc faire attention à ça quand même. C'est très chouette hein, comme phase. C'est vraiment la phase en général qu'on préfère le plus. Mais Voilà, attention à ça et mettre de la conscience là-dessus quand même. exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Tête baissée direct. Voilà. Donc voilà pour l'été. Et ensuite l'automne. Donc ça, c'est la phase que les gens aiment le moins en général. Et pourtant, moi, c'est ma phase préférée. J'en ai fait un live justement samedi. Et j'ai fait même le lien entre l'utilité du SPM dans le business. Si les gens ont envie d'aller voir, c'est dispo sur Insta. Donc c'est un peu ma phase préférée parce que c'est une phase où tu peux vraiment faire le tri de ta vie, savoir ce qui te convient, ce qui te convient plus, ce que tu dois laisser, ce que tu dois accueillir dans ta vie. Bref, c'est une phase qui t'éclaire en fait, qui t'enlève tes œillères que tu peux te mettre le reste de ton cycle et qui te fait voir en fait tout ce qui va pas
mais aussi tout ce qui va bien, mais globalement, c'est tout ce qui va pas et c'est ça qui est le plus chiant. Et en fait, cette phase-là, elle est souvent mal vécue parce qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de savoir que là, ça va pas, que telle relation, faut qu'on l'arrête, que en fait, notre conjoint, ça va pas du tout, que notre travail, c'est vraiment pas en fait ce qui nous convient. Enfin bref, en fait, cette phase-là, elle va être de plus en plus intense, de plus en plus violente et de plus en plus difficile à vivre, plus dans le reste, enfin, en fait, plus dans ton cycle, dans le reste de ton cycle, tu te coupes de toi. Tu te coupes du respect que tu as envers toi, de poser tes limites, tu vois, de dire ce que tu veux, ce que tu as envie, ce que tu penses, tes besoins, etc. Plus tu es déconnecté de toi, en fait, et que tu penses pas à toi, plus cette phase-là va être violente. Vraiment. Et en fait, cette phase, elle te montre vraiment que bah, là, t'as pas posé tes limites. Donc, telle personne, t'as envie de lui dire ses 4 vérités, du coup, tu vois, ça sort. C'est là qu'en général, on s'embrouille avec nos chéris, ou nos copines, ou notre famille, ou nos parents, tu vois. Parce que c'est là où, en fait, c'est tellement présent, on peut plus ne pas voir. Oui. On voit tout et on a envie de dire maintenant. Donc, notez les idées, attendre la phase d'été pour en parler, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est une phase qui nous fait tout voir. Et là, il n'y a plus le choix, en fait. Tu vois les choses et plus tu résistes à ça, plus cette phase, elle est difficile à vivre, plus tu vas avoir de symptômes émotionnels, physiques, peu importe. Mais c'est vraiment ça, en fait, le SPM. Donc, c'est une phase qui est géniale parce que ça te permet de faire le tri dans ta vie, de voir où tu veux aller, qu'est-ce que tu dois arrêter dans ta vie. Et dans le business, c'est génial parce que, bah, voilà, pour tout ce que je viens de dire, quoi. Donc, cette phase-là, elle est vraiment... Je suis désolée pour ma voix. Pas de souci, t'inquiète pas. Elle est vraiment chouette, mais c'est vrai qu'elle est difficile à vivre, elle est difficile à vivre parce que, parce qu'on veut pas voir, qu'on veut pas accepter, qu'on veut pas entendre, qu'on veut pas trop se remettre en question. C'est une phase très introspective, hein, et c'est une phase qui est très yang aussi. Donc on va être, c'est la phase vraiment créative, donc on va être vraiment dans une phase où tu as beaucoup de comment dire, d'intuition, Oui. de créativité, tu as des idées de projets, folles, enfin, ça fuse dans tous les sens, en fait. Donc c'est une phase qui est super intéressante pour ça aussi parce que ça te montre quel projet tu veux faire, où est-ce que tu dois aller, comment, remodeler tel projet que tu avais déjà lancé, par exemple, enfin, peu importe, mais c'est génial cette phase parce que vraiment moi je sais que je l'attends avec impatience parce que je sais que je vais avoir plein d'idées, je vais savoir où aller dans tel truc, comment faut que je parle de tel sujet, enfin bref, c'est vraiment une phase qui est trop chouette. Moi je sais que c'est dans cette phase-là que j'écris tous mes posts Insta parce que c'est là où j'ai toutes les idées qui me viennent en fait. Le reste du temps, je suis là genre je sais pas quoi dire, j'ai aucune idée de quoi parler, et cette phase-là, hop, ça vient direct, tu es là genre mais bien sûr, et j'ai 10 posts écrits en 1 heure, tu vois? Donc c'est vraiment une phase, qui est trop chouette, pour ça et aussi pour faire le tri. Donc vraiment, faut pas la détester cette phase parce que plus tu vas la détester, plus elle va être violente, plus tu es dans la résistance en fait, plus c'est difficile et souvent on va se dire aussi que, ça va passer, que, c'est juste qu'on est en SPM, c'est pas grave, ça va passer dans quelques jours, ça ira mieux. Bah oui, OK, ça ira mieux, sauf Mais que ça va revenir. ça va revenir parce que tu t'en seras pas occupé en fait. Et moins tu t'en occupes, plus ça va revenir, de manière, intense, violente, jusqu'à que tu t'en sois occupé et parfois ça finit pas très bien, quoi. Donc vaut mieux écouter, se dire: «Oui, ça va passer, mais il faut quand même que je m'en occupe». Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, parce que de toute manière, tu le verras au cycle d'après, ce sera la même chose, ça reviendra. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon ex l'année dernière, tous les mois, mon SPM était de pire en pire, et je me disais: «Non, mais c'est parce que je suis en SPM, c'est pas grave, ça ira mieux». Le SPM d'après, encore pire, re-engueulade de fou, enfin bref. Donc faut écouter, faut vraiment écouter. Et donc cette phase, elle est aussi très intérieure, donc elle est yang mais intérieure. On recommence à aller vers l'intériorité pour, ensuite dans les saignements, tu vois, être vraiment, dans sa bulle, en fait. Et elle est liée à la blessure d'injustice. C'est pour ça qu'on a souvent beaucoup de colère et qu'on trouve que tout est injuste. On est en colère contre le monde entier, tu vois, genre, oui, mais lui, il m'a pas respecté, il m'a pas dit ça, elle m'a fait ci, enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment cette phase-là où on est très dans l'injustice énorme, quoi, ou même du monde, tu vois, genre, oui, les agresseurs, ils sont pas enfermés, n'importe, enfin, tu vois, au niveau de la justice, etc. C'est vraiment cette phase-là où ça ressort le plus, quoi, en général. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, voilà. Et je ne sais pas vous, mes chères auditrices, mais moi, je sais que j'en savais quand même pas mal sur le cycle, mais
que Juliette l'explique d'une façon différente, ça me fait prendre conscience de certaines choses et que potentiellement, il serait bien durant ces différentes phases, de prendre le temps, vraiment de prendre 5 minutes potentiellement par jour pour juste écrire ce qu'on peut ressentir. Tout simplement parce que ça va pas se faire, bien sûr, en un claquement de doigts. Et je l'avais vu avec ma formation en astrologie, en fait, d'écrire tout ce qui peut se passer durant nos journées. Parce qu'en fait, d'un cycle à l'autre, on peut avoir aussi, du coup, où est-ce que ça va à peu près commencer? Quels sont à peu près les différents changements dans notre corps, d'humeur, potentiellement, moi, je sais que je suis de plus en plus connectée à mon corps et du coup à mon cycle. Et je sais en fait quand est-ce que mes règles vont arriver parce que mon corps me donne en fait les informations, potentiellement des douleurs au niveau de la poitrine, des boutons au niveau du visage. Et puis, comme tu dis, durant la phase SPM, souvent, je me mets souvent en colère. Et du coup, je le sais en fait. Et je dis à mon chéri, ah, dans pas longtemps, je sais que je vais avoir mes règles. Et c'est pas que je me mets en colère, mais tu sais, je ressens un certain agacement et énervement. Je me dis, mais c'est pas, enfin, je comprends pas pourquoi je suis agacée, je comprends pas pourquoi je suis en colère. Pourtant, dans ma journée, tout s'est bien passé, mais ça va pas. Et là, tu dis, ah, mais oui, ok, je comprends mieux, ça va pas tarder à arriver. Je sais que je rentre dans ma phase SPM. Je sais que là, je vais avoir besoin de juste, ok, me remettre à moi et me dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi je me sens agacée en fait, et vraiment d'aller écouter ça, parce que c'est très important de savoir s'écouter, même quand il y a des choses qui vont pas, d'accepter la réponse qu'on peut trouver derrière cette question. Ouais, comme tu dis, franchement, c'est hyper important de communiquer sur son cycle avec les autres. On a mis beaucoup de tabous sur notre cycle et surtout sur les saignements. J'aime vraiment pas dire règles parce que c'est un mot hyper patriarcal et qu'en plus, pour moi, il faut appeler un chat un chat. Donc, je dis souvent que je saigne, que je suis en phase de saignement. C'est un peu comme les mots autour des parties génitales, tu vois, on va dire des petits surnoms alors que non, c'est une vulve, un vagin, un pénis. Les vrais mots, en fait, ça a plus de valeur. Sinon, c'est comme si on mettait un voile dessus, genre, c'est pas très important, c'est pas très sacré, tu vois. Donc, c'est hyper important de communiquer sur son cycle avec les personnes avec qui on vit, tu vois, que ce soit notre famille, nos parents, ou nos enfants, ou notre conjoint, notre conjointe. Enfin, de dire, en fait, juste, je suis dans telle phase, je vais être un peu plus comme ça, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de ça. Enfin voilà, en phase prémenstruelle, en SPM, on peut demander à notre chéri d'éviter d'aborder des sujets compliqués avec nous à ce moment-là, d'être en soutien, tu vois. Quand on saigne, on peut demander à ce qu'on nous amène ou que notre chéri nous achète, par exemple, notre plat préféré. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais des trucs qui peuvent nous supporter, en fait. Après, moi, j'ai un outil qui est génial que j'ai eu dans mon école de doula, c'est un mala lunaire, qui est un bracelet, en fait, avec des pierres. Si tu veux, il y a l'enfance, il y a aussi tout le cycle, donc l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Je n'ai pas mis dans l'ordre. Et ensuite, il y a une phase aussi pour la grossesse et la ménopause. Mais en gros, d'avoir un bijou comme ça, où en fait, j'ai une petite breloque que je mets en fonction de où j'en suis dans mon cycle. Et ça, je me laisse poser, tu vois, par exemple, sur le plan de travail, quoi. Et donc, la personne avec qui je suis, elle peut voir dans quelle phase je suis. Si on est quelqu'un qui a du mal à communiquer comme moi, d'avoir ça, au moins, ça montre, regarde, là, je suis en SPM, viens pas me faire chier, tu vois. C'est pas le moment. Là, je suis en train de signer, je suis fatiguée, me demande pas de faire le ménage, tu vois, enfin, ce genre de truc. Ça peut être chouette. Et comme tu dis, de prendre des notes, c'est très, très cool aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup, pendant longtemps, utilisé la roue du cycle de Woo-Moon. Je sais pas si tu connais Woo-Moon. C'est une boutique, Non, je connais pas. alors ils ont des oracles, des carnets, des livres, enfin je crois qu'ils ont des bougies aussi, des pierres peut-être. Enfin bref, c'est une boutique ésotérique assez féminine. Et ils avaient des carnets, enfin ils ont toujours des carnets avec une roue du cycle, pour des carnets de rituels de pleine lune et de nouvelle lune aussi. Et maintenant ils ont lancé aussi un agenda où il y a tout dedans. Donc tu as l'agenda plus une roue avec ton cycle, une phase des rituels de nouvelle lune, de pleine lune, des rituels, tu vois, de fête païenne aussi. Enfin bref, c'est génial. Et donc ça, d'avoir une roue pour son cycle, eux, tu peux colorier de 3 couleurs pour ton énergie, ton humeur et ta créativité. Et ensuite, une grosse partie où tu peux écrire. Donc, il y a des mots-clés, tu vois, de comment tu te sens tel jour. Et en fait, de voir au final ta roue comme ça,
faudrait peut-être que je te l'amène pour montrer comme on est en vidéo en plus. Ça Oui. pourrait être chouette. Mais en gros, de voir ta roue, bah, tu peux, tu as un aperçu en fait de loin, tu vois, avec ta couleur de par exemple ton énergie base, bah ah ouais, cette phase-là, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie, cette phase-là beaucoup plus. Enfin, c'est vraiment super intéressant pour suivre son cycle et se rappeler en fait de le suivre parce que souvent on Ouais. oublie un peu, tu vois. Donc ça, c'est vraiment chouette. La symptothermie aussi, qui est une contraception naturelle, ça permet d'être en lien avec son corps, même avant que ce soit une contraception. D'ailleurs, c'est aussi un moyen de conception, mais avant que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est vraiment un moyen de se relier à son corps, tu vois. Parce que Oui. bah, tu prends ta température les matins, donc tu sais où tu en es dans ton cycle, tu vois quand est-ce qu'elle augmente et donc quand est-ce que tu as ovulé, tu vois quand est-ce que tu vas saigner, quand est-ce qu'elle a redescendu. Mhm. Tu observes aussi ta glaire, l'aspect de ton col. Donc en fait, tu es vraiment à l'écoute de ton corps tous les jours, tu vois. Tu vois ta glaire, parce que je sais pas si les gens savent, mais elle évolue au cours du cycle. Oui. Pareil avec la poitrine, nos seins sont beaucoup plus mous à l'ovulation et beaucoup plus durs en phase menstruelle, par exemple. Enfin, c'est vraiment fascinant de voir ça. Moi, je sais que mes seins n'ont pas du tout le même aspect, tu vois, entre les Oui. deux phases. Donc, c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus et de même utiliser juste la symptothermie. Même si tu as un stérilet au cuivre, par exemple, moi, j'ai commencé comme ça. J'avais encore mon stérilet quand je faisais ça. Pour juste m'habituer, en fait, à suivre mon cycle tranquille et puis noter et puis voir les évolutions de cycle en cycle. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense, bah, du coup, ça répond à la question que je t'aurais posée après, de comment les femmes peuvent commencer à rétablir cette connexion de manière douce et respectueuse envers elles et envers leur corps. Tout simplement, bah, voilà, en prenant le temps, voilà, de noter quelques mots par jour en fait de comment vous vous sentez, aussi d'aller analyser, mais c'est pas le mot que je cherche, mais d'analyser votre corps, comment il est, comment est ta poitrine, comment est ton ventre, comment de quel aspect est ton glaire, comment est ton col. C'est tout plein d'informations qui justement en fait peut t'orienter au fur et à mesure du temps que tu notes. Évidemment, tu vas pas forcément tout de suite avoir les réponses à tes questions, puisqu'il faut quand même du temps. Il faut analyser différents cycles avant vraiment de savoir quand est-ce que tu as le plus d'énergie. Tu t'es dit, ce mois-ci, je vais faire des pilates. Alors, en fait, ça tombait pile dans ta semaine SPM et que du tout, tu n'arrives pas du tout faire de pilates pendant cette semaine-là parce que tu n'avais pas du tout d'énergie. Du coup, tu en as encore moins après. Mais ça prend du temps. Et c'est important du coup d'être bienveillante et vraiment de prendre le temps d'analyser tout ce que tu peux ressentir, comment ton corps peut changer. Et puis, c'est une manière en fait de se reconnecter à son corps, juste passer par l'observation de toi-même. Ouais, non, ouais, non, c'est trop bien. Et je me rends compte qu'il y a des choses hyper importantes que j'ai pas dit par rapport au cycle, c'est sur l'énergie en fait justement. C'est que notre hiver, quand on saigne, c'est vraiment pas le moment de travailler, de faire des trucs physiques. Même en phase SPM, en général, c'est une phase où, par exemple, si tu es sportive, moi, tu vois, je fais de l'escalade et de la pole, je vois bien que quand je suis en phase SPM, mes capacités physiques sont réduites énormément. Et j'en parlais des fois avec une copine à l'escalade, elle me disait j'arrive à rien aujourd'hui, j'arrive pas à faire mes voies d'habitude, j'ai régressé, machin. Je dis t'en es où dans ton cycle? Elle me dit je suis en SPM. Ah bah voilà. C'est normal en fait. C'est vraiment la phase menstruelle. Bah alors là vraiment je vous conseille vraiment pas de faire de sport, surtout les premiers jours. Mais même en phase SPM, c'est pas des phases où nos capacités physiques sont au maximum, vraiment pas. Nos capacités physiques diminuent pour vraiment nous recharger et pour nous préparer à cette phase de saignement qui nous demande de l'énergie. Donc, c'est pas une phase où on a de l'énergie du tout. Enfin, nos performances physiques sont vraiment diminuées. C'est pas le moment de faire des compètes sur ce genre de trucs parce que voilà, on est très diminué. Et alors que dans les phases de printemps ou d'été, là, c'est pump it up. On peut réussir des trucs qu'on n'arrivait jamais à faire avant. Enfin, voilà. Mais faut savoir que ça fluctue en fait et que c'est pas parce que à un moment de ton cycle, t'arrives plus à faire telle chose que c'est fini. Enfin, voilà. Mais ça permet, je trouve, de beaucoup se déculpabiliser quand on sait ça. Et qu'on est assez sportive, mais même dans le travail en fait. Mais Dans le travail, totalement. tu seras beaucoup moins productive dans ta phase hiver que dans ton été. Et encore, l'été, c'est une phase yin, mais dans ton printemps. Donc voilà, faut se déculpabiliser, se dire que juste notre cycle est fait comme ça et qu'il est très utile de cette manière-là. Et là, vraiment, je recommande le livre de Miranda Gray sur la femme optimale ou optimisée, je sais plus, parce que ça explique vraiment comment utiliser son cycle de la meilleure manière dans sa vie. Et quand on l'utilise de la bonne manière qui nous convient à nous,
vraiment, ça fait des miracles en fait. Et on se rend compte des cadeaux de notre cycle et que de ce que ça peut nous apporter, vraiment, c'est génial. Totalement, je suis Voilà. totalement d'accord. Et je n'ai pas lu ce livre-là. J'en ai eu que des éloges par contre. Donc je vous conseille et puis je vous mettrai voilà, le petit rappel dans la bio de cet épisode. Maintenant, pour celles qui vivent avec des cycles menstruels irréguliers ou perturbés, comme dans le cas d'une endométriose, d'un SOPK ou d'une ménopause précoce, comment elles peuvent euh, honorer et travailler avec leur cycle? Je connais pas trop les maladies. Moi, je me suis pas trop penchée sur ces sujets-là. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je pense que déjà, juste d'être à l'écoute de ce qui se passe et de noter, de faire un suivi avec une roue, par exemple, du cycle ou juste d'écrire un peu chaque jour, ça peut déjà aider. Ça peut être, enfin, dans tous les cas, c'est une très bonne manière de se relier à son corps et à soi. Donc, peu importe qu'il y ait une maladie ou pas, ça peut être chouette. Ouais, après, j'aurais pas d'autres conseils à donner parce que je connais rien, je connais pas assez de choses pour aider là-dessus. C'est déjà un super conseil parce que je pense que, alors, je ne suis pas non plus dans ce cas-là, mais je pense que même si nous avons une maladie ou une ménopause précoce, on a toujours un cycle en nous puisque nous restons toujours des femmes et il suffit, je pense, voilà, de prendre le temps de s'écouter. Alors peut-être que ça prendra encore plus de temps, peut-être que ça demandera encore plus d'écoute, peut-être beaucoup plus de bienveillance, mais vous pouvez retrouver ces cycles juste en prenant le temps de réécouter votre corps, de vous réapproprier votre corps. Et je pense encore plus qu'une femme qui n'est pas atteinte d'une maladie, d'un trouble ou d'une ménopause précoce, parce que ça demande aussi de faire la différence entre, je pense, les symptômes de la maladie, ou du trouble, ou encore du cycle en lui-même. Donc vraiment, soyez bienveillante et comme dit Juliette, prenez déjà juste le temps d'écrire, de remarquer qu'est-ce qui se passe comme changement en termes de votre corps et puis voilà, de vous reconnecter vraiment à lui. Parce que comme tu dis, ça peut être vraiment un plus, surtout quand on a voilà, quelque chose qui vient en nous et qui n'est pas forcément naturel, dans le sens où ça ne devrait pas forcément arriver à une femme et que du coup, voilà, ça demande un peu plus de temps de se reconnecter vraiment à lui, de se le réapproprier et de se dire, OK, il est là et je peux quand même travailler avec mon cycle, même si c'est un peu moins fluide qu'en temps normal. Ouais, moi, je me dis juste un truc. Par exemple, tu vois, pour l'endométriose, ça peut être chouette de suivre son cycle et de voir quand arrivent les crises, tu vois, par exemple, dans quelle phase, est-ce que c'est tout le temps la même, est-ce que ça varie? Enfin, ça peut être intéressant, en fait, de juste comprendre ça. Ça peut aider peut-être aussi les médecins qui accompagnent, tu vois, je sais pas, à affiner les diagnostics, les traitements, enfin, j'en sais rien, mais je pense que ça peut aider. Et quand tu as un cycle irrégulier, ça peut te permettre aussi, tu vois, de voir quelle phase est la plus longue, par exemple. Peut-être quelle phase, entre guillemets, dysfonctionne. Enfin, bon, j'aime pas trop dire ça, mais tu vois, on peut voir, en fait, quelle phase est plus longue qu'elle devrait dans les moyennes, quoi, en gros. Et donc, pourquoi éventuellement c'est cette phase-là qui est plus longue? Est-ce que c'est toutes les phases? Est-ce que c'est tout le temps la même chose à chaque cycle? Est-ce que c'est tout le temps cette phase-là qui dure autant de temps? Enfin, ça peut être intéressant en fait pour affiner les choses, tu vois, je pense. Voilà. C'est une très bonne réflexion parce que j'y aurais pas pensé et je pense que beaucoup de nos auditrices n'y auraient pas pensé non plus. Donc, merci pour cette précision parce que c'est vrai que quand on a des cycles irréguliers, ça peut être parfois énervant et des fois incompréhensible. Et puis des fois, c'est parce qu'il y a une phase qui a peut-être duré plus qu'une autre et peut-être qu'il y a potentiellement quelque chose à aller travailler avec cette phase, avec notre corps, et etc. Donc, merci pour cette réflexion, Juliette. En quoi la sexualité sacrée, la connaissance du cycle, enfin sacrée, je comprends, hein, la sexualité vraiment reconnexion et la connaissance du cycle menstruel peuvent être des outils de transformation personnelle et de guérison? Tu vois, quand j'ai fait mon école de doula, la première lune, c'était divisé en lunes, notre formation.
C'était sur le cycle. Notre tout premier cours, ça durait 1 mois à chaque fois, donc une lunaison. C'était sur le cycle et en fait, rien que de comprendre en fait comment fonctionne le cycle, comment fonctionne notre corps, et bah, on a énormément à avoir des symptômes qui ont diminué, qui ont disparu, à avoir un cycle qui s'est remis un petit peu, tu vois, sur le droit chemin, on va dire, mais qui s'est rééquilibré en fait. Et rien qu'en juste en ayant la connaissance, tu vois. Donc rien qu'en fait juste en sachant comment ça fonctionne, ça peut déjà avoir des changements et du coup guérir certaines choses en nous, tu vois. Et ensuite, après de s'y intéresser, bah, comme je disais là par rapport aux différentes maladies, ça peut permettre de comprendre en fait où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement parce que moi, à mon sens, n'importe quelle maladie vient nous donner une indication en fait d'un dysfonctionnement dans notre corps, dans notre psyché. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Et en fait, ça peut nous permettre de comprendre où est-ce que ça se situe. Tu vois, quand tu vas voir après, on peut aller très loin dans ce sujet-là, mais quand tu vas voir les symboliques de l'utérus, des ovaires, du vagin, de la vulve, enfin peu importe, de la poitrine, et que tu t'intéresses à ça et que tu vois que tu as tel dysfonctionnement à tel endroit. Moi, je sais que en ce moment, non, ça va mieux, mais j'ai eu des ovulations qui étaient extrêmement douloureuses, plus que mes phases menstruelles, tu vois. Et en fait, je comprenais pas, tu vois, pourquoi. Et en fait, j'ai compris après, et j'ai plus du tout mal maintenant, c'est qu'en fait, mes ovaires et la symbolique des ovaires, elle est assez vaste. Mais en gros, j'ai compris en me renseignant, tu vois, sur les symboliques, quel souci j'avais. Mais ça, c'est parce que je suis à l'écoute de mon corps, c'est parce que aussi je vais creuser et que je sais que un trouble n'est pas juste là pour me faire chier, mais qu'il y a un message derrière, tu vois. Et souvent, on n'a pas trop envie d'aller creuser ce genre de choses, alors que pourtant, ça peut énormément nous guérir. Donc ça peut être chouette de vraiment connaître son cycle et de s'y intéresser pour comprendre en fait nos dysfonctionnements, pour comprendre nos douleurs, parce que c'est jamais normal d'avoir des douleurs dans notre cycle, hein, on va pas se mentir, même si on a énormément à en avoir et que ça met du temps à partir. Mais tu vois, rien qu'en ayant la connaissance de tout ça, moi au début j'avais 2 jours de douleur dans mes menstruations, maintenant j'en ai plus qu'1 par exemple, tu vois. Il y en a quand j'ai compris comment mon cycle fonctionnait, comment mon corps fonctionnait, j'ai mon cycle qui s'est un peu réduit et j'ai eu une journée de douleur en moins, tu vois, par exemple. Donc c'est hyper utile déjà pour juste pour rappeler à notre conscience, ça fonctionne comme ça, c'est normal, telle chose est normale, telle chose l'est pas. Et quand tu sais que telle chose l'est pas, tu peux mieux voir comment te guérir toi-même, etc. Tu vois. Et puis d'être à l'écoute de son corps, ça permet aussi d'anticiper, tu vois, les dysfonctionnements aussi ou les problèmes que tu peux avoir. Parce que si tu sais absolument comment est ta glaire dans chaque phase de ton cycle et qu'à un moment tu vois ta glaire qui est pas du tout normale dans telle phase, tu vas direct savoir qu'il y a un souci, tu vois. Tu pourras prendre direct le problème, le régler peut-être en 2 jours au lieu d'attendre 6 mois et de te rendre compte de quelque chose qui augmente, tu vois, en intensité, quoi. Donc c'est vraiment chouette pour ça. Même de toucher son col tous les jours, tu vois, dans la symptothermie, tu te rendras très, très vite compte si tu as un problème, si tu as des cellules, tu vois, bon, on va peut-être pas non plus aller jusqu'au cancer, mais tu vois, tu peux vite te rendre compte, en fait, que si tu as un problème ou pas, quand tu connais bien ton corps et que tu y es habitué. Et tu peux dire aussi au médecin: «Bah non, là, j'ai tel truc, là, dans telle phase, ça fait 3 cycles que j'ai ça». Tu vois? Enfin, en fait, c'est juste, ça permet d'affiner énormément et surtout, ça permet de reprendre son pouvoir. Et ça, franchement, pour moi, c'est pépite, surtout quand tu as après un suivi de grossesse, par exemple, tu peux savoir exactement quand est-ce que tu as ovulé, donc quand est-ce que la grossesse a commencé. Tu vois, en fait, ça te permet de reprendre vraiment le pouvoir et d'arrêter de te remettre, de le donner, en fait, aux mains de quelqu'un d'autre, des médecins qui sont censés tout savoir, mais qui ont pas de corps de femme, tu vois? Et qui connaissent rien, en fait. Et en fait, ça te permet vraiment de reprendre le pouvoir sur toi, de dire aux gens, «Bah non, ça, c'est pas normal, en fait. Donc là, je sais que j'ai un problème parce que je sais que ça, c'est pas normal par rapport à moi, par rapport à mon référentiel, en fait». Parce qu'on peut parler des choses générales, là, comme on a fait, mais quand tu t'intéresses à ton cycle à toi, tu sais comment toi, tu fonctionnes. Tu sais comment toi, telle chose est chez toi et donc tu vois direct s'il y a un problème. Et tu attends pas, des mois, qu'il y ait un truc, vraiment visible, ou qui te pète à la gueule ou un médecin qui te dit ça. Tu sauras qu'en fait, bah non, c'est pas vrai, pourquoi il me dit ça ce médecin-là? Chez moi, c'est normal, ça a toujours été comme ça, tu vois? Donc franchement, ça aide, énormément sur tout, quoi. À tous Totalement. les niveaux. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour exemple, j'ai une amie qui a eu au total 3 ou 4 grossesses et que 2 grossesses à terme. Mais à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, elle le savait avant même
d'avoir le vrai résultat sur une prise de sang, sur un test de grossesse, parce qu'en fait, elle connaît tellement bien son corps qu'au moment où elle était enceinte, son corps, en fait, lui a envoyé un message et elle le savait. Son corps lui a dit, ça y est, c'est bon, tu es enceinte. Donc, savoir, voilà, vraiment connaître son corps et se le réapproprier, comme tu dis, déjà, ça te donne un certain pouvoir. Et en plus de ça, ça te permet de savoir, en fait, s'il y a quelque chose. Alors, comme tu dis, je n'irai pas jusque dans des maladies graves, ou etc. Mais il y a un moment donné où tu sais des petites choses qui ne sont pas forcément normales et qui peuvent être réglées rapidement au lieu d'attendre, comme tu dis, plusieurs semaines, voire mois, voire années, parce qu'on n'a pas été à l'écoute à un moment précis de notre corps. Ouais, tu vois, par exemple, moi, je me masse les seins tous les jours. Donc, si j'ai un problème un jour au sein, je le saurais, mais le jour même, tu vois. Donc, je pourrais direct faire quelque chose. Donc, ça, c'est chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé à un truc pendant que tu parlais. Mince, je sais plus. Et juste, alors, vu qu'on est dans Chronique en rose, quand même, je tiens à vous le redire, mais c'est quand même très important de s'auto-masser les seins parce que c'est là, en fait, où on peut remarquer qu'il y a un problème et que du coup, si ça peut être, voilà, ça peut être rien, ça peut être potentiellement grave, une tumeur, un cancer ou quoi que ce soit d'autre. Vous le verrez, enfin, vous le sentirez et du coup, vous pourrez tout de suite faire appel à des spécialistes, des médecins de santé qui pourront vous induire à faire des examens pour voir si c'est important ou pas, enfin si c'est grave ou pas, et commencer du coup des soins s'il y en a besoin et du coup réduire du coup drastiquement le temps de la durée des soins et surtout aussi potentiellement la guérison peut être, enfin la réémission peut être beaucoup plus légère et rapide. Ouais, et en plus, si je peux donner quelques conseils par rapport à ça, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé, parce que moi, je voyais une sage-femme et plus une gynéco. Vraiment, c'était mieux. Et en fait, je lui avais demandé de me palper les seins pour me dire si là, c'était OK. Et en fait, j'avais demandé si tel truc était normal ou pas. Parce que parfois, on a des petites grosseurs et en fait, c'est juste totalement normal. Et en fait, j'avais demandé, donc si tu veux, j'étais sortie de là avec je savais que mes seins, comme ça, ils étaient OK. Et que du coup, si j'avais un truc qui sortait de ça, là, c'était peut-être un peu bizarre. Donc ça peut être une bonne idée, c'est d'avoir un rendez-vous, de demander, de poser toutes les questions qu'on peut avoir. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, ce truc-là, c'est normal? Et comme ça, d'avoir ce référentiel-là et ensuite de commencer à partir de là tous les jours à regarder et à se masser. Et il y a aussi le truc à savoir, c'est qu'avant avant de saigner, et quand on saigne, on a aussi beaucoup les seins qui se tendent avec la progestérone. Et du coup, on peut avoir des boules, des trucs, des grosses tensions, des douleurs même. C'est normal. Ça peut ne pas l'être, mais globalement, c'est normal. Donc là, ce qu'il faut en général, c'est attendre au moins 5 jours après la fin des menstruations ou voir un cycle après pour voir si ça continue en fait et si c'est toujours présent. Parce que parfois, on s'inquiète énormément alors que c'est juste la progestérone qui fait que ça nous tend les seins et c'est rien de grave, quoi. Donc au lieu de s'inquiéter, voilà, je précise ça au cas où. Eh ben, merci pour tes conseils, parce que c'est vrai que le truc de demander un rendez-vous avec une sage-femme, alors c'est vrai que, pas pour te donner raison, mais c'est vrai qu'avec une sage-femme, c'est tout de suite un peu moins tension, c'est tout de suite un peu plus léger. Je l'ai vécu, hein, j'ai vu plusieurs sages-femmes avec mes grossesses et j'ai vu 2 gynécos jusqu'à aujourd'hui. Je préfère mes rendez-vous avec les sages-femmes. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé de demander à palper mes seins et à me dire, voilà, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, parce que c'est vrai que déjà, ça ne me viendrait pas forcément à l'idée. Et puis, potentiellement, ça peut être vite, oh non, c'est trop, non, je pourrais pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Alors qu'en fait, c'est une bonne réflexion parce que justement, du coup, comme tu dis, tu pars avec un référentiel de, OK, là, c'est normal. Par contre, si un jour, il y a quelque chose de pas normal, moi, je le saurais parce que j'ai un départ, en fait, un point de départ de vraiment, parce que c'est vrai que moi, personnellement, voilà, je me touche les seins. Potentiellement, si un jour j'ai quelque chose qui ne va pas, je ne saurais pas forcément parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal. Donc, c'est une très bonne réflexion. Et du coup, mesdames, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est quelque chose d'important de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment sont nos seins en temps normal. Et potentiellement, si un jour ça ne va pas, vous pourrez rapidement savoir si c'est grave ou pas en prenant les rendez-vous adéquats.
Ouais. Je pense, terminer par une dernière question. En regardant ton propre cheminement et celui des femmes que tu as aidées, quelles leçons ou messages aimerais-tu transmettre à nos auditrices sur l'importance de respecter et d'honorer son cycle, son corps, sa sexualité? Bah, ça revient en fait à l'amour de soi, quoi, si tu veux. C'est hyper important parce que si tu es à l'écoute de toi, si tu réponds à tes propres besoins, je dis propres besoins parce que parfois on pense qu'on a des besoins, mais c'est ceux que la société nous a inculqués. Donc vraiment de se relier à soi, de comprendre ce qui nous fait vraiment plaisir, ce dont on a besoin, dans tous les domaines, hein, vraiment. Partout, bah, en fait, si on le fait déjà dans notre vie de tous les jours, ce sera plus facile de le faire dans la sexualité. Donc, on aura forcément une sexualité plus épanouie. Donc, je trouve que c'est vraiment un cadeau en fait qu'on se fait à soi, en fait, juste de se connaître. Enfin, ça devrait être normal. Enfin, ça devrait être juste. On devrait nous l'apprendre des petites. Enfin, tout le monde devrait savoir comment son corps fonctionne, que ce soit homme, femme, peu importe. Mais ça devrait être la base en fait. Et de savoir quel signe écouter, comment ça fonctionne. Enfin, oui, pour moi, c'est vraiment de l'amour de soi. Et ça permet d'être lié à son corps. Et comme tu disais par rapport à ta copine ou je sais plus qui savait qu'elle était enceinte avant d'avoir le test ou la prise de sang. Moi, ça m'est arrivé aussi l'année dernière, tu vois, mais j'avais aucun signe physique. C'est juste que dans l'énergie, je savais. Bon, il a tenu que quelques jours, mais je savais en fait dans l'énergie, tu vois, que j'étais enceinte parce que je sais que je suis à l'écoute pas seulement de mon corps, mais en fait de te relier à ton corps. Ça te permet aussi d'ouvrir ton canal intuitif, ton canal sensitif et d'être vraiment à l'écoute même des tout petits signaux qui sont invisibles physiquement, mais qui sont quand même présents et que tu peux ressentir en fait. Et ça, c'est un pouvoir qu'on a les femmes énorme au niveau intuitif et je dis sensitif, mais c'est vraiment une sensibilité qu'on a à tous ces trucs-là, en fait, qui sont un peu ésotériques, un peu invisibles, tu vois. Mais en fait, de plus tu te relies à ton corps, à ta féminité, à ta sexualité, plus tu ouvres ces canaux-là, quoi. Donc, c'est même plus que physique, en fait. Eh ben, merci. Merci de nous avoir partagé ça parce que j'en parle beaucoup dans mes posts, dans mon contenu Instagram, mais je pense que plus il y aura de femmes qui le diront, plus il y aura de femmes qui le pratiqueront, et plus je pense qu'il y aura de choses qui vont se passer en fait, parce que voilà, dans son corps, c'est vraiment le terme de soi, en fait, comme tu dis, l'amour de soi, c'est également se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus important. Comme tu dis, l'intuition, le canal intuitif, c'est quand même quelque chose où aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu pourrais dire, ouais, mais ils sont un peu perchés, alors qu'en fait, pas du tout, parce que ça peut te permettre, en fait, de potentiellement t'ouvrir à des champs de possibilités auxquels tu n'aurais jamais pensé, potentiellement pour un projet, pour ton travail, pour tes enfants, mais pour plein de choses, parce que du coup, tu commences à t'ouvrir à quelque chose de grandiose, qui est ton corps, qui est justement la première chose à laquelle tu devrais faire le plus attention, qui est ton corps, puisque c'est ton véhicule, il est vraiment là pour du moment où tu commences à vivre à l'intérieur du ventre de ta mère jusqu'à ce que tu finisses par partir et que voilà, que tu laisses ta trace dans le monde. Mais du coup, dans tout ce temps-là, en fait, en prendre soin de lui, l'écouter, répondre à ses besoins, répondre à tes propres besoins, bah ça te donne déjà l'importance de ta vie et puis de faire attention à toi. Et du coup, tu vis quand même une vie beaucoup plus... il y aura toujours des obstacles et des défis, mais ça sera beaucoup plus fluide et léger déjà si tu arrives à connaître ton corps et à écouter ce qu'il te dit. Si par exemple, il te dit, tu lui dis, bah tiens, je vais aller faire une randonnée, alors qu'en fait, c'est pas du tout le moment pour lui, il va te dire non, puis peut-être tu vas aller faire la randonnée, puis tu ne l'auras pas écouté, puis tu vas dire, oh non, j'aurais pas dû, je suis pas bien, j'ai mes règles. Bah oui, mais tu l'aurais écouté avant, tu l'aurais su. Donc, tu vois, c'est vraiment très important d'écouter tout ça parce que il va te donner, comme tu disais, hein, le corps, il te parle, mais une fois que tu es connecté à lui, comme tu disais, c'est l'intuition après. Et tu le sais, en fait. C'est instinctif. C'est comme quand tu deviens mère. Pour les mamans qui nous écoutent, je pense que quand ton enfant il a un problème,
Tu le sais, en fait. Tu le sais. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, les pères en particulier, ou les médecins, ou les personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils disent, mais attends, ton enfant, il va bien. Et tu le sais, en fait. Tu sais intuitivement, instinctivement, c'est ton enfant et du coup, tu le sais. Bah là, c'est pareil. Dis-toi que ton corps, c'est ton enfant et tu dois en prendre soin comme tu prendrais soin des autres. Bah ouais, on est la personne la plus importante de notre vie. Donc, oui, c'est la Merci. base. Merci de le dire. Quand je le dis, on me prend pour une folle et pour une fois que ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre. Merci. Bah ouais, mais tu vois, moi souvent, on va dire aussi, bah oui, mais moi j'ai des enfants, donc c'est mes enfants qui sont plus importants de ma vie, tu vois. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, si toi tu prends pas soin de toi en premier, tes enfants, tu fais comment pour en prendre soin, en fait, tu vois? C'est vraiment, j'adore cette métaphore, c'est la lionne qui va jamais manger après ses petits, elle mange toujours la première, parce que si elle est pas assez nourrie, elle peut plus chasser, donc elle peut plus donner à manger à ses petits, donc en fait, tout le monde s'éteint, tu vois? Donc vaut mieux qu'elle mange et que ses petits soient un peu en déficience pour qu'elle puisse continuer à chasser et leur donner un petit peu chaque jour, en fait, tu vois? Exactement. Donc Merci oui. pour cette belle image. Mais c'est vrai. Tu es, toi qui nous regardes, tu es la personne la plus importante de ta vie. Parce que j'aime dire que bah, sans toi, ta vie n'existerait pas. Et donc, potentiellement, que tu ne pourrais pas faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, prends vraiment soin de toi, de ton corps et repense un peu à toi comme la lionne qui se nourrit en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est justement prendre soin de soi pour pouvoir après prendre soin des autres. C'est ça. Et puis ça peut paraître perché, l'intuition, et cetera, mais en réalité, c'est vraiment la clé de l'épanouissement parce que, bah, ça te permet de savoir exactement ce dont tu as besoin, ce que tu as envie, ce qui te fait vraiment plaisir, ce qui est aligné à toi et si tu es pas relié à ça, bah, tu vis en mode robot et tu es jamais bien, en fait, quoi. Totalement. Je C'est suis totalement schématisé, d'accord. mais Ça, c'est bien vrai. Du coup, on va terminer l'épisode. Est-ce que Juliette, tu as un dernier mot de la fin que tu aimerais partager avec nous et les auditrices? Bah, je crois que ce que j'aimerais dire pour clôturer, c'est, de vraiment, aller s'explorer, en fait. Tu vois? Sortir de la honte qu'on nous a mis dessus depuis tellement d'années, de centaines d'années, de milliers d'années même. Tu vois? La honte de nos corps, de notre sexualité, de notre sang. Enfin, c'est tellement sacré le sang, enfin, on se rend pas compte, ça a des cellules souches, ça peut guérir des trucs incroyables. Enfin, bref, c'est juste, hyper précieux. Donc vraiment d'aller s'explorer, dans ces côtés un peu sauvages, tu vois? De, goûter son sang, goûter sa glaire, être vraiment à l'écoute, toucher, sentir, tu vois? Tous ces trucs-là, en fait. J'aimerais finir là-dessus. Très bien. Eh ben, merci pour ces derniers mots. Donc, vous pourrez retrouver Juliette sur son Instagram. Donc, je vous mettrai tous les liens juste en dessous de l'épisode. Vous pourrez également retrouver son cadeau gratuit que je n'ai pas oublié, que je mettrai également en lien en dessous de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à aller discuter avec elle, aller voir son travail, aller voir également potentiellement ce qu'elle peut vous apporter. C'est une jeune femme rayonnante avec beaucoup à donner, beaucoup de bienveillance, donc n'hésitez vraiment pas. Et puis, moi, je vais terminer cet épisode en te disant merci beaucoup, Juliette, d'avoir partagé avec nous tes connaissances, ton parcours, ton expérience, ta vie, parce que ça a été vraiment un échange super et je te remercie beaucoup pour ça. Merci pour ton invitation, franchement, j'avais pas vu le temps passer, c'était trop chouette de parler, de ça avec toi. Donc merci, merci, merci et merci à toutes celles, ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt, Juliette, et je vous dis à demain pour nos chères auditrices. Non, excusez-moi, pour nos chères auditrices.